On va attaquer maintenant 3 étapes dans l'environnement des containers, dans le monde des containers. Alors bien entendu, on ne parle pas du container maritime, celui qu'on voit empilé sur les porte-containers ou sur les convois de train, de camions. On va vraiment parler du container au sens informatique et ce qui est sous-entendu derrière. Alors, je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de container. Je ne vais pas non plus refaire le détail dedans. On va plutôt aller très rapidement sur du concret, de la mise en œuvre et du déploiement d'applications. On va néanmoins rappeler un certain nombre de faits autour de la notion de containerisation applicative. Ça répond à un besoin principal qui était l'autonomie de l'application. L'application, quand elle va être déployée, jusqu'à présent, on compilait, on avait l'exécutable, et puis on avait toute une liste à l'après-vert, un inventaire à l'après-vert de ce que devait faire l'équipe de déploiement pour préparer le système d'exploitation. Et c'était source d'erreur, la fameuse phrase « mais ça marche sur mon poste ». Voilà. Donc, le but premier du container, c'est d'avoir des applications qui soient complètement autonomes, qui embarquent la totalité des dépendances dont elles ont besoin, excepté le système d'exploitation qui, lui, va être fourni par l'hôte. Mais l'application part du principe qu'à part un système d'exploitation, je dois embarquer la quasi-totalité de mes dépendances. C'est un besoin d'isolation applicative. L'application ne doit pas être perturbée par d'autres applications qui seraient déployées sur le même système. Donc l'application, quand elle est containerisée, elle ne voit bien entendu qu'elle-même et le système d'exploitation. Les API, donc les appels système que l'application va pouvoir faire au système d'exploitation, sont virtualisés. Elle ne va pas être perturbée par d'autres applications qui utiliseraient le même système. Bien entendu, quand on va déployer, on verra qu'il y a un moyen de faire des compositions, c'est-à-dire de permettre à des applications de dialoguer entre elles à travers du réseau, mais on reste dans une isolation applicative où le process de l'application ne voit que le système d'exploitation et lui tout seul. Le système d'exploitation, lui, conserve le contrôle sur les ressources qui vont être allouées au container. Quantité de mémoire, est-ce qu'on met un seuil ou pas de seuil, est-ce qu'on gère ou pas le CPU, quelle API il a le droit d'appeler ou pas. Donc ça reste du ressort du système d'exploitation. Il ne faut pas confondre machine virtuelle et container. On est à des niveaux d'isolation complètement différents. Une machine virtuelle est totalement isolée d'une autre machine virtuelle. Même le CPU en lui-même bascule dans un mode particulier qui garantit l'isolation au niveau hardware des différentes machines virtuelles. Un container va tourner à l'intérieur d'un système d'exploitation, donc à l'intérieur d'une machine virtuelle, ou bien sûr on peut faire du bare metal aussi, mais la plupart du temps on utilise de la machine virtuelle, ce qui veut dire que l'isolation entre deux containers est moins forte que l'isolation entre deux machines virtuelles. Donc il ne faut pas utiliser les containers comme des machines virtuelles light, et vice-versa. Si on veut faire du container, et qu'on a besoin d'une isolation extrêmement forte, avec des garanties limites hardware d'isolation, on va plutôt s'orienter vers des machines virtuelles ou des containers qui se reposent sur de la virtualisation hardware. On a donc un découplage complet vis-à-vis du système d'exploitation. Surface de contact est limitée à l'essentiel, à savoir les API standardisées du système d'exploitation, ce qui garantit aussi une portabilité maximum de l'application. Du moment qu'on a les mêmes API disponibles, votre container pourra tourner sur une version ou une autre d'un système d'exploitation, sous réserve qu'il n'y ait pas de dépendance propre entre l'application et l'OS. La containerisation répond aussi à une standardisation du packaging des applications. On va déployer des containers. Ce qu'il y a à l'intérieur du container, ça peut être n'importe quel langage, ça peut être n'importe quel framework, ça peut être packagé d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un problème du moment que c'est sous la forme de containers. Ces containers vont être enregistrés, vont être déployés à l'intérieur d'une registrie, donc une espèce de bibliothèque qui va contenir tous les containers qui sont disponibles, et exécutables. Ils seront versionnés, donc l'avantage c'est qu'on peut facilement conserver un historique des versions pour éventuellement faire un rollback, un retour en arrière si jamais il y a une sourcie. On va pouvoir sécuriser, éventuellement signer numériquement, les différents containers qui sont disponibles.
Quel est le rapport entre container et Docker? Très souvent, dans le monde de l'informatique, à l'heure actuelle, on mixe un peu les deux, on parle, tiens, tu fais du Docker, ah, moi je fais du container, et on mélange un peu les deux. Donc, pour refaire un peu la part des choses, Docker, c'est une entreprise qui a été créée il y a quelques années, et qui a créé un standard de facto pour définir le format du container. Donc, on parle de container Docker, ou d'images de container Docker, qui sont découpées en layers mutualisables, qui a standardisé, entre guillemets, qui a défini un format de fichier qui s'appelle le Dockerfile, qui est devenu le fichier standard pour définir un container, et qui a développé des outils pour gérer et créer ces containers. La fameuse API Docker, la registry, qui est cette bibliothèque de containers, et des outils qui permettent notamment la composition de containers, donc faire démarrer plusieurs containers dans un contexte, notamment réseau, commun. La magie en elle-même, c'est pas Docker qui a inventé le container, ou Docker qui gère le container. On a à l'intérieur des noyaux des systèmes d'exploitation qui supportent la containerisation, donc Linux, Windows et puis d'autres bien entendu, des API qui permettent de gérer cette isolation-là. Sauf que ça reste des API système, qui ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre et qui ne sont pas pensés pour une utilisation en ligne de commande, en mode développement. C'est vraiment des API système. Donc Docker a rajouté cette surcouche qui a eu le mérite de standardiser la manière de créer des applications containerisées, de les déployer, de les gérer et d'accéder aux informations de containers en cours d'exécution. L'exemple typique, c'est par exemple Windows. Le noyau de Windows est complètement différent du noyau de Linux, mais par contre, la manière dont on accède aux containers sous Windows, on a repris l'API Docker et on a du coup la même application ligne de commande, Docker, qui va permettre de gérer les containers Windows, mais aussi les containers Linux. Donc on a vraiment une compatibilité dessus. Et dans Azure, me direz-vous? Alors, Azure et les containers, il y a une vraie stratégie avec la containerisation dans les différents services que l'on retrouve dans Azure. Bien entendu, le but étant qu'à terme, tous les services Azure qui sont capables d'héberger votre code supportent les containers. Donc on l'a déjà vu rapidement dans le cas des démos. Par exemple, sur AppService, vous pouvez déployer votre application sous forme de code, ou la version compilée directement sur le service AppService, ou alors vous pouvez tout à fait packager votre application sous la forme de container, et ensuite utiliser les clusters AppService pour exécuter vos applications containerisées. Donc voilà, le but c'est qu'on ait vraiment cette notion de container de partout. Partout où vous avez du code, vous allez pouvoir packager des containers. On va même un cran plus loin, puisqu'il y a un certain nombre de services. Je prends l'exemple des cognitive services que l'on a vu il y a quelques minutes, sur lesquels le service en lui-même est une image de container que vous allez pouvoir déployer sur vos appliances. Si par exemple vous avez besoin dans une usine de faire tourner de la reconnaissance d'images, plutôt que de faire appel systématiquement au service qui se trouve dans une région, dans un data center Azure, vous allez pouvoir déployer une instance d'un container dans votre appliance, dans votre rack qui se trouve dans l'usine, et c'est vraiment géré exactement de la même manière. Donc le but, c'est qu'il y a du container partout où il y a du code, de permettre le packaging de nos services sous forme de container partout où cela est possible et intéressant de le faire, et aussi de démocratiser et de simplifier l'usage des containers. On l'a vu avec AppService, on va voir un peu après qu'on a notre service de Kubernetes Managé, AKS, qui est pensé aussi pour simplifier le pilotage d'AKS. On va voir que simplifier, ça ne veut pas dire tout faire à votre place, mais le but, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux technologies de container. On a un service de container serverless, entre guillemets, ACI, Azure Container Instance, qui permet tout simplement de démarrer un container dont l'image est disponible dans une registry, directement, sans avoir à provisionner ni un AppService, ni un AKS. On se contente de dire, tiens, démarre-moi ce container-là, avec tel volume de mémoire, telle quantité de CPU, et le container va démarrer, faire son job et s'arrêter. Voilà. Donc on est vraiment sur du container à la demande. Et pour mieux visualiser tout ce qui se passe, on va attaquer une petite démo rapide en containerisation d'une application. Le but, c'est de présenter essentiellement ce qu'est un Dockerfile et comment je vais pouvoir exécuter tout ça sur mon poste de développement.